quand j'ai commencé la traduction, et je pense que c'est, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais c'était vrai à l'époque en tout cas, et que j'ai été chercher mon numéro d'URSSAF, les traducteurs étaient classés avec les montreurs d'ours. Donc, ce que je veux dire, c'est que même à l'heure actuelle, alors je pense qu'on n'est plus classé avec les montreurs d'ours maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que encore maintenant, le statut du traducteur n'existe pas. Donc il faut faire très attention. La traduction est un vrai métier qui demande une vraie formation, qui demande de vraies compétences. Or, n'importe qui peut s'installer sur ce marché. Personne ne vous empêche de faire crêpes et traduction. Hein, c'est pas interdit. Personne ira vous dire, mais enfin, monsieur, vous n'avez pas de diplôme. Non, il n'y a pas de statut du traducteur. Hein. Donc c'est vraiment, et il y a un besoin pour ça de sensibiliser nos clients au fait que nous sommes des professionnels et que nous ne sommes pas simplement des personnes qui avons soit passé une année en Angleterre comme jeune fille au père ou comme jeune homme au père selon le cas, ou acheté un dictionnaire. Et ce qui était vrai il y a quelques années, à savoir qu'il y avait beaucoup dans le monde de la traduction, enfin moi, mes copains d'alors, c'était des gens qui venaient de chez British Aerospace, qui avaient épousé une Française et qui s'étaient dit, bah, tiens, comme je suis bilingue et que je connais bien l'aéronautique, je vais mettre à la traduction. Maintenant, c'est plus vrai. C'est moins vrai, ça suffit moins, il faut faire des études, il faut une vaste culture générale. La traduction est de plus en plus pointue, elle est de plus en plus compliquée. La lettre commerciale dans laquelle vous traduisez « Ah ben, je vous remercie de m'avoir reçu, c'est très bien, je vous envoie ma brochure », il n'y en a plus. Maintenant, quand un client est, a fortiori, depuis la crise de 2008 où les budgets se sont encore resserrés, quand un client vous demande une traduction, il en a vraiment besoin. C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Il faut que ça soit bien. Et la traduction ayant un coût, il faut que ça soit d'autant mieux pour ne pas être contesté. Absolument. Absolument. Mais les traducteurs sont en partie responsables de ce manque de visibilité. Et justement, il y a donc depuis la naissance de la traductologie, c'est le mot-clé, l'invisibilité. C'est le titre d'un livre très célèbre, L'invisibilité du traducteur, d'un Américain qui s'appelle Lawrence Venuti. Bon, alors, longtemps, les traducteurs se sont un petit peu réfugiés derrière cette invisibilité. On les a aussi rendus invisibles. Par exemple, le nom d'un traducteur n'apparaissait pas sur la couverture d'un livre. Il a fallu que quelques éditeurs qui comptaient beaucoup sur la traduction, en traduction littéraire, comme par exemple Actes Sud, pour qui j'ai eu le plaisir de travailler, aient une politique très offensive dans ce domaine et défendent les traducteurs. Mais nous sommes tous un petit peu responsables de ça. Et parfois, je trouve que dans les milieux professionnels, il y a une certaine résistance, même à la formation. Et là, il faut aussi que ça change. Il faut qu'on soit solidaire et qu'on comprenne, que tout le monde comprenne qu'on a intérêt à dire que nous sommes des gens compétents. Et ceux qui n'ont pas, moi personnellement, en tant que formateur de jeunes ou de moins jeunes qui seront les traducteurs de demain, je n'ai rien à reprocher à des gens qui n'ont pas ces diplômes et qui exercent et qui sont très 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 compétents. Ils sont très très compétents, pourquoi ? Parce que à force d'exercer, ils ont acquis en fait une compétence qui vaut évidemment largement celle des jeunes qui sortent de nos formations. Mais je leur demande de faire aussi le même effort et de défendre l'idée de demander des diplômes, d'exiger un jour un statut. Et il faut qu'on se mette d'accord entre professionnels qui n'ont pas les diplômes et pourvoyeurs de certification pour défendre cette profession. Hein. Parce que, en fait, un traducteur, c'est un expert. N'allez pas croire qu'un traducteur, c'est un simple exécutant. Quand vous recevez un projet de traduction, il faut par exemple savoir négocier avec le donneur d'ouvrage.
hein, comme on l'appelle, pour bien comprendre quel est son besoin. Les gens sont, et on ne peut pas leur reprocher, moi je suis très ignorant dans plein de domaines, extrêmement ignorant sur la traduction. Alors ils vous disent, traduisez cela, s'il vous plaît. Mais en fait, ils ont quelque chose en tête qui n'est pas nécessairement ce que nous, on va avoir en tête. Donc il faut beaucoup de tact, il faut énormément de compétences pour être traducteur. Il faut avoir des grandes compétences de négociation. Il faut être capable aussi pour négocier les tarifs, les délais, vous voyez, tout ça. Il faut ensuite des compétences linguistiques. Mais ça ne suffit pas. Un traducteur, ce n'est pas une machine à traduire qui traduit des mots. On ne traduit pas des mots. On traduit des textes courts ou très longs, qui sont d'une complexité extraordinaire. Il faut pour cela maîtriser tous les genres de textes. Par exemple, un communiqué de presse, ça doit ressembler à un communiqué de presse. Le traducteur qui traduit un communiqué de presse, et on en fait beaucoup, il doit être capable de produire un communiqué de presse qui ressemble à un communiqué de presse dans la nouvelle langue. Ça veut dire qu'il doit être finalement rédacteur. Et c'est pour ça que notre master s'appelle master rédacteur-traducteur. Vous voyez ? Après, il faut qu'il fasse tous ses choix. Tout à l'heure, on parlait de la gymnastique mentale qu'il faut pour traduire. Et je vais vous passer le micro. Parce que finalement, cette gymnastique mentale qui me fascine chez vous, les traducteurs en langue des signes, parce qu'en plus, ça se traduit par des gestes, ce qui complique encore la tâche, c'est quelque chose d'une complexité incroyable. Il faut savoir que la grande affaire, c'est le traitement cognitif de l'information. Hein. On a un matériau, vous voyez, qui est sous forme de texte, et il faut le rendre. Alors à l'oral, c'est encore plus impressionnant, en interprétariat, bien sûr, mais même à l'écrit, c'est pas du transfert comme ça, vous voyez, du transcodage. Hein. C'est saisir dans toute sa complexité ce qu'un auteur a voulu dire et le restituer dans une nouvelle langue avec des contraintes qui sont totalement nouvelles. Parce que la nouvelle langue, c'est pas juste un nouveau vocabulaire, c'est une nouvelle grammaire, c'est des nouvelles habitudes de pensée, c'est des nouvelles références culturelles. C'est extraordinairement compliqué. Juste une phrase avant que vous ne continuiez. En fait, les langues ne se superposent jamais. Le bon traducteur est celui qui va écrire dans sa langue maternelle, parce qu'il faut toujours traduire dans sa langue maternelle, et ça c'est sine qua non, qui va traduire un texte dans sa langue maternelle de façon à ce que le lecteur pense qu'il a été écrit dans sa langue maternelle. Et ça, je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus rare sur le marché. C'est les traducteurs qui savent faire ça dans leur langue maternelle. J'ai envie de dire, je ne préjuge pas de vos étudiants, qu'il y a 90%, voire plus, de traducteurs qui ne savent pas écrire. C'est hallucinant. Non mais c'est vrai. C'est tellement vrai que... Mais en même temps, moi je dis à mes étudiants, un petit peu c'est une boutade, je dis, vous travaillez votre français. Un traducteur, c'est d'abord quelqu'un qui traduit, c'est nécessairement, j'abonde dans votre sens, c'est même, nous on demande aux étudiants de s'engager à ne pas traduire vers une autre langue que la leur. Alors ma maman qui ne s'y connaît pas dit, comment ça? Ils font des études d'anglais, ils ne sont pas capables de traduire vers l'anglais. Mais non, ça il faut commencer par là, c'est la première chose à dire. Pour ceux d'entre vous qui voudraient éventuellement s'engager vers ces métiers-là. On traduit vers sa langue. C'est-à-dire qu'on doit avoir une bonne connaissance de la langue et de la culture de départ, par exemple l'anglais, l'allemand, l'italien, etc., mais une excellente connaissance, pas simplement une bonne connaissance, une excellente maîtrise de la langue d'arrivée. Et je leur dis, sous forme de boutade, si vous êtes bon en français, bientôt vous serez une denrée rare. C'est comme plus personne ne maîtrise la langue, on viendra vers vous, on vous paiera très très cher simplement pour écrire votre langue et traduire vers cette langue. Oui, alors je reviens un petit peu en arrière sur l'activité cérébrale. J'ai l'habitude de dire quand je fais des présentations métiers qu'on fait 5 choses en même temps. On entend d'abord un message premier. Alors je parle de la traduction, de l'interprétation, pas forcément de la traduction sur support. La différence entre interprétation et traduction, c'est qu'interprétation, elle peut être consécutive ou simultanée, mais qu'elle est éphémère, on va dire ça. Par contre, la traduction, elle reste sur un support. Il y a toujours un support, il y a une trace. Voilà, si c'est clair. La traduction est écrite. Voilà. Et nous, elle est sur support vidéo. Et l'interprétation est orale, hormis pour vous. Voilà, c'est ça, exactement.
Et donc, quand on est en interprétation simultanée, pour schématiser, hein, on fait 5 actions en même temps. La première, c'est d'écouter le message, mais écouter ne suffit pas. Il faut comprendre le message, il faut extraire le sens de ce qui est dit et le mémoriser, parce que si on ne le mémorise pas, on ne peut pas faire le travail qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la 3e étape, mémoriser, faire un petit brouillon dans sa tête pour comprendre ce qui se dit et être sûr que dans la langue d'arriver, ce soit la même chose qui soit dite, et le produire. Et ça, une fois qu'on est en train de produire, alors je le fais avec les mains parce que c'est la langue des signes souvent vers ma langue d'arrivée de travail, mais on continue d'entendre le message qui arrive, parce que la personne qui parle, elle ne dit pas « bon, vous allez traduire ça », et puis ça, et puis ça. Enfin, c'est un discours qui est continu. Donc c'est 5 actions en une unité, mais qui sont répétées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on est en interprétation simultanée, on a besoin de cette pause. Parce que cérébralement, au bout d'un moment, on ne fait plus de la qualité. On ne peut pas. Enfin, on est tous humains. Au bout d'un moment, le cerveau ne peut pas suivre. Je vais rebondir là-dessus. D'abord pour dire que la traduction et l'interprétation, même si dans chaque cas, il s'agit de travailler avec les langues, sont 2 métiers complètement différents. Je veux dire, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme la plomberie et l'électricité. Hein, ça sert dans la maison, mais c'est pas du tout la même chose. Le traducteur travaille seul. Enfin, il faut comprendre quand même que c'est un travail qui est compliqué parce qu'il est devant son ordinateur. C'est un travail complètement intellectuel. Comme le disait Madame, l'interprétation est éphémère. Il faut savoir qu'il y a environ 2 ou 3 secondes de décalage entre ce que dit l'orateur et ce que dit l'interprète. Donc il y a une concentration énorme. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a bien longtemps, j'encadre toujours nos interprétations. Il y a bien longtemps, on faisait une interprétation dans un grand hôtel. Et puis c'était très court, donc on n'avait qu'une seule interprète simultanée qui se trouvait être une de mes amies et qui m'a dit « Oh bah écoute, puisque tu es là, viens donc en cabine. Tu vas me prendre les chiffres et les noms propres. » Et alors tout ce que j'ai fait pendant 3/4 d'heure, c'est lui écrire sur une feuille de papier les chiffres et les noms propres que j'entendais. Parce qu'il faut savoir que c'est ça qui est le plus difficile. Je ne sais pas dans la langue des signes, oui, pareil. Mais dans les autres langues, c'est comme ça. Au bout de 3/4 d'heure, je suis sortie de la cabine en titubant. Je ne savais plus où j'habitais. Et elle m'a dit, tu vois, ça fait longtemps que tu aurais dû faire ça. C'est clair, moi j'ai fait de l'interprétation, mais jamais de l'interprétation simultanée. Et c'est vraiment un exercice pénible. Alors, il paraît qu'au bout d'un moment, on s'habitue, on ne titube plus. Mais c'est quand même compliqué. Et cela dit, ils ont tous les deux, pour moi, un dénominateur commun, c'est que ce sont quand même 2 métiers assez frustrants. La traduction, parce que, bon, on peut dire que c'est le travail de l'écrivain sans l'œuvre, et l'interprétation, parce que meilleur est l'interprète, plus il est transparent, moins on fait attention à lui. Donc, il facilite, c'est un médiateur qui facilite la communication entre les gens, mais qui, quelque part, n'existe pas. Et les interprètes souffrent beaucoup de ça. Les traducteurs aussi. Les traducteurs sont généralement très bavards, et les interprètes ont un ego souvent un peu important, justement parce qu'en dehors de la cabine, ils ont besoin d'exister. C'est vrai que quand on est en situation d'interprétation ou de traduction, c'est pas sa propre parole, c'est la parole de quelqu'un, ou l'écrit, ou le discours de quelqu'un, qu'on retransmet dans une autre langue. Et jamais on intervient, enfin, on a un code de déontologique dans la profession qui fait qu'on est neutre, justement. On n'est pas là, en tant que participant, on n'est pas là pour prendre avis ou pour donner avis. Enfin, on est vraiment là comme passeur de langue. Et j'allais dire que passeur de langue, mais c'est déjà énorme. Et donc, effectivement, forcément, il y a des moments où on a besoin, en dehors, de s'exprimer pour soi et pour
qui est logique, effectivement. Donc il y a sur la déontologie, la neutralité, mais il y a aussi la notion de secret professionnel. Et c'est vrai que nous, on y tient particulièrement parce qu'on est un public, souvent public cible, type public handicapé, dit handicapé. Et du coup, c'est important d'avoir cette notion de secret professionnel pour garantir la confiance, pour garantir que tout ce qui se dit avant, pendant et après ne sortira pas de l'échange, sauf si les locuteurs eux-mêmes veulent en faire quelque chose, le diffuser sur la place publique, etc. Mais ce n'est pas de notre ressort à nous. On n'est pas là pour être dans l'accompagnement de la communication. Si deux personnes ne veulent pas s'entendre, elles ne vont pas s'entendre. S'il y a des malentendus, il y aura des malentendus. L'interprète n'est pas là pour faire des miracles de la communication dans ce sens-là. Elle est vraiment... Enfin, elle, je dis elle parce qu'on est majoritairement des femmes dans la langue des signes, je ne sais pas en dehors. Mais on est principalement là pour être vraiment passeur de langue, d'une langue à une autre. J'ai une belle anecdote, j'ai une belle image à ce propos. Dans une vie antérieure, j'ai été spécialiste de la littérature galloise. Et il y a un très beau texte gallois. C'est le grand chef gallois, Bendigeid Vran, qui va conquérir l'Irlande. Et il y a un obstacle, c'est la rivière de Dublin, la Liffey. Alors, comme c'est un grand chef et un géant, il se penche sur la rivière et l'armée va passer sur son dos. Et en se penchant sur la rivière, il dit que celui qui est chef soit pont. Avo ben bit bont. C'est magnifique. Parce que je trouve que l'idée du chef qui est un pont, qui n'est qu'un conduit, c'est magnifique. Et pourquoi ce ne serait pas quelque chose de magnifique d'être simplement ça, un conduit, quelque chose qui permet un pont, quelque chose qui permet à la communication de passer. Quand on voit, enfin là on peut devenir un petit peu poète et philosophe, quand on voit les problèmes de mésentente qu'il y a dans le monde, les traducteurs ont quand même un rôle à jouer dans ce domaine. Ils peuvent faciliter la communication. Ils peuvent aussi être dans des situations de stress absolument incroyables. Je me rappelle Mona Baker, notre maître à tous en traduction. Son livre est le plus utilisé dans l'enseignement de la traduction dans le monde. C'est une Palestinienne d'origine qui vit en Grande-Bretagne, qui nous avait fait une communication extraordinaire sur le stress que ressentait le traducteur de Saddam Hussein alors que Saddam Hussein annonçait la guerre du Golfe. On sentait que sa vie était en danger. Le pouvoir, voilà, l'interprète était, sa vie était en danger. Il disait un mot de travers, il passait à la casserole. Voilà. Et il y a 2 traducteurs qui sont morts sur le bûcher. Diolet, Étienne Diolet, un Français, et puis un Anglais dont j'oublie le nom, parce qu'ils avaient mal interprété la Bible à une époque où c'était une question de vie ou de mort aussi. Mais je pense qu'effectivement, le traducteur doit être finalement assez humble. Si on fait ce métier, c'est qu'on aime la langue, on aime la communication en général, on aime les autres. Et forcément, on aime les autres parce qu'on nous demande quelque chose d'assez extraordinaire. On nous demande, vous disiez tout à l'heure, de comprendre ce qui est dit et de dire la même chose. Mais dire la même chose... Umberto Eco dit dire presque la même chose, voilà, forcément. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pour moi, ça veut dire comprendre le message d'origine au sens où, oui, comprendre, mais aussi comprendre ce que l'auteur de l'original a voulu que l'on comprenne. L'intention. Donc attention, un traducteur, ce n'est pas simplement un linguiste, c'est aussi un psychologue. Est-ce qu'il doit être capable de comprendre ce qu'un texte littéralement veut dire? C'est-à-dire comment on veut que ce texte soit compris, soit interprété. Parce que n'importe qui s'exprime, normalement, il a pour souhait de faire en sorte, par tous les moyens possibles et imaginables, s'il maîtrise normalement sa langue, que son texte soit interprété comme il souhaite qu'il soit interprété. Et donc, il faut comprendre ça, se vouloir dire. Et après, dans une autre langue, alors que tout a changé, tous les mots, tout a changé, toutes les références, il faut faire encore une machine à produire du sens qui s'appelle un texte, qui
sera conçu de telle manière que forcément il sera interprété comme il faut qu'il soit interprété. Eh bien, excusez-moi, mais il faut beaucoup de talent pour faire ça. Il y a un livre qui est très intéressant sur ce sujet-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Julien Green, qui est l'un des grands bilingues du siècle dernier, a écrit un livre, Le langage et son double, où il s'est amusé, et comme il a écrit dans les deux langues, il s'est amusé à traduire en anglais les nouvelles qu'il avait écrites en français, et il s'est amusé à traduire en français les nouvelles qu'il avait écrites en anglais. Si ça vous intéresse, il faut vraiment prendre ce livre, parce que vous vous rendrez compte que quand il traduisait, il n'écrivait pas du tout la même chose. C'est étonnant, c'est un exercice de traduction qui est vraiment parlant, ça. Mais bizarrement, les bilingues de naissance ne sont pas forcément les mieux placés pour être des traducteurs. Par contre, ils feront souvent de bons interprètes, parce qu'ils auront une facilité évidemment incroyable. Mais le traducteur, c'est pas simplement quelqu'un de bilingue. C'est vraiment autre chose que ça. C'est d'abord un écrivain. C'est un écrivain, un traducteur. Même s'il fait que des brochures, il est écrivain. C'est un métier d'écrire. Son métier, c'est d'écrire. Or, tous les bilingues n'écrivent pas, voyez. Moi, je connais beaucoup de bilingues de naissance qui ne veulent pas du tout traduire. Ils parlent une langue, ils parlent l'autre, mais ils ne veulent pas passer de l'une à l'autre. Enfin, ce n'est pas leur métier. Et effectivement, toute la difficulté, c'est de faire ce passage-là, de se détacher de la langue première, mais complètement, vraiment complètement, et d'avoir cette richesse et cette finesse sur toutes les références culturelles, sur la formulation de la langue, sur les exercices stylistiques de la langue. Enfin, voilà, c'est vraiment très... c'est tout ça, c'est un tout, c'est un package. Sans une de ces matières-là, ça fonctionne moins bien, ce qui paraît logique. Et on parlait tout à l'heure de transparence, et je voulais rebondir effectivement sur un des points qu'on fait valoir aussi dans notre profession, c'est la neutralité, de dire qu'effectivement les personnes sont maîtres, en interprétation simultanée, pardon, je reprends, sont maîtres de leur destin, j'allais dire, de leur communication, de leur relation à l'autre. On est vraiment là sans être là. Et là où on arrive bien, c'est qu'effectivement, au moment où on n'est plus considéré comme une personne présente dans la pièce, on a réussi quelque chose dans ce passage de langue. Et ça, c'est juste phénoménal, parce que du coup, tout le monde peut discuter naturellement sans qu'il y ait un poids supplémentaire, parce qu'il y a une autre personne tierce et qu'elle n'est pas dans la communication, justement. Alors ça, c'est 50% du métier d'interprète. Les autres 50%, je dirais, c'est la compétence. Parce que, étant donné que la traduction est simultanée, un traducteur qui ne connaît pas un mot va aller le chercher dans le dictionnaire, il va aller le chercher sur Internet, il va faire des recherches, il va appeler des gens compétents pour trouver la signification de ce mot. Enfin, moi, j'ai eu ce problème-là ce matin, avec un texte de marketing Internet, où je me demandais ce que c'était qu'un responsive design. Comment disait-on ça en français? Finalement, en appelant les gens du métier, on m'a dit ça se dit responsive design en français, voilà, ça ne se traduit pas. Bon, donc ça c'est la petite histoire. Le traducteur peut donc aller chercher l'information. L'interprète, il ne peut pas. Il a 2 secondes pour transmettre le message. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il ait une culture générale phénoménale. Il ne faut pas oublier qu'un jour, il va traduire un congrès sur le cancer, le lendemain, un truc sur les boulons et rondelles, et le surlendemain, il va traduire Hillary Clinton. Donc, il faut pouvoir s'adapter à toutes ces situations-là, ce qui veut dire qu'il faut avoir une ouverture d'esprit énorme. Et au-delà de l'ouverture d'esprit, il faut préparer. Hein, c'est clair qu'on ne peut pas tout savoir, et un bon interprète est quelqu'un qui va préparer ses missions,
qui va chercher le vocabulaire avant, de façon à pouvoir, dans la simultanéité, transmettre le message. Et c'est essentiel, effectivement, parce que si on ne prépare pas, on peut être amené à faire face à du vocabulaire qui est complètement inconnu pour nous. On n'a pas la science infuse, hein, donc forcément, si on ne prépare pas, on peut se retrouver en panne, tout simplement, de traduire. Et donc, du coup, là, on n'est plus du tout efficient dans la démarche de faire passer une langue à une autre, pour le coup. Ouais. Ouais, c'est vrai que la préparation est un élément essentiel. Il n'y a pas que l'interprétation en elle-même. Il y a tout le avant, la prise de contact, bien sûr, mais toute la préparation qui est nécessaire pour que, sur le moment, en 2 secondes, ce soit efficace. Et c'est vraiment 2 secondes. Oui. Ouais. C'est pas 5. Et j'imagine, moi je vais dire, un jour au festival de Douarnenez, du film de Douarnenez, on m'a demandé d'être l'interprète d'un auteur, c'était une catastrophe. Je suis nul en interprétariat. C'est un autre monde. Vous avez raison, alors que j'ai traduit j'ai traduit beaucoup de récits de voyage. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est de là que je suis venu en fait. J'ai un parcours classique d'angliciste, agrégation, etc., doctorat, mais aussi par ailleurs une petite carrière de traducteur littéraire, et notamment de traduction pour Actes Sud de récits de voyage, ce qui m'a beaucoup appris, et ce qui m'a donné une légitimité quand même après pour proposer des formations, parce que quand vous avez traduit vous-même, ça vous aide. Vous êtes entendu, même les étudiants se disent, bon, il sait quand même de quoi il parle. Ça aide beaucoup. Et moi, je suis pour qu'il y ait... non, mais c'est important de dire ça, parce que je crois que c'est très important qu'il y ait justement des professionnels dans les formations. Parce que ça... Alors, les professionnels qui font l'effort de tenir un discours pédagogique, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Il y en a. Il y en a, des gens remarquables. Et puis des enseignants, des universitaires qui ont une vraie pratique aussi, c'est important également. Donc si chacun fait la moitié du chemin, on peut avoir des équipes très très performantes où le dialogue du coup est aussi possible. Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, parce que après toutes ces circonvolutions, bon alors... je n'ai aucune compétence en interprétariat, je disais, mais j'imagine quand même que si, par hasard, quand même, on ne peut pas tout savoir, on a un trou, il faut trouver aussi des solutions. Les bons interprètes, je recommence, je rembobine, les bons interprètes savent contourner ces problèmes. Bien évidemment. Parce que, en fait, ce qu'on leur demande, et je crois qu'en traduction, là, c'est un point commun. Il faut être capable de ça aussi. Il faut être capable, en fait, de voir ce qui est essentiel dans un message. Parce que même en traduction littéraire, en traduction écrite, il y a des degrés dans les erreurs. Si vous voulez. Par exemple, vous pouvez vous tromper sur une toute petite nuance. Ça ne va pas mettre en cause le sens global. Mais si vous vous trompez sur le poids d'un élément dans un texte, que vous donnez une importance indue à quelque chose qui était secondaire ou l'inverse, vous déformez tout le texte. Et la capacité de comprendre rapidement, de saisir l'essentiel, the gist on dirait en anglais, gist and translation, d'ailleurs c'est un terme qu'on utilise aussi, l'essentiel de l'information et de le restituer, ça c'est quelque chose qui est commun au traducteur et à l'interprète. Et je pense que le fait de saisir dans sa globalité un message permet de masquer des petites ignorances locales. Ça ne doit pas affecter fondamentalement le message ou sa transposition. C'est vrai que là, ça fait un peu le tour de la technicité d'interprétation et de traduction. Et je voulais rebondir sur la richesse du métier, parce qu'on n'a pas, enfin, en tout cas pour ma part, et je pense que c'est le cas pour mes collègues, il n'y a pas une situation identique. On est tout le temps face à une multitude de situations, une multitude de contacts, de relations avec les gens. Et c'est ça qui est agréable aussi, c'est la richesse du contact, la richesse de la communication, et la richesse parce qu'on n'est jamais dans une routine. Alors pour le coup, ça change tout le temps, mais c'est agréable parce que ça amène aussi une ouverture d'esprit et une grande culture générale. On est j'allais dire, obligé, entre guillemets, mais pas dans le sens négatif du terme, de se mettre à jour sur les informations, sur tout ce qui se fait autour de nous, sur la société, pour justement être au fait que si à un moment donné on fait référence, que ce soit dans l'implicite ou pas,
qu'on ait quelque chose dans la tête, que ça parle tout simplement, pour pouvoir le retransmettre dans l'autre langue. Et ça, c'est une vraie richesse, je trouve, du métier, c'est d'avoir toute cette variété-là, et ce panel de situations, d'interprétations, de traductions, de personnes en face de nous, qui n'est jamais la même, jamais.